Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute les mappers, ces composants permettant de booster les cartouches Famicom et NES. Cela tombe bien car c'est pratiquement de cela dont je vais vous parler. Et plus particulièrement des ressources insoupçonnées des cartouches de Super Nintendo. Dans les précédents épisodes, nous avions vu que la Super Nintendo pâtissait d'un processeur central peu puissant, mais qu'elle était quand même capable de superbes effets grâce à ses deux PPU. Les têtes pensantes de Nintendo, conscientes de la faiblesse du CPU de leur nouvelle console 16 bits, avaient justement envisagé dès le départ de lui associer un système de cartouches amélioré. Ce nouveau système fut inauguré avec un de ses jeux de lancement les plus emblématiques, Pilot Wings. Sa cartouche possédait ainsi une puce du nom de MicroPD77C25, une création de NEC, aussi connue sous le nom de DSP. Ce composant, spécialisé dans les calculs mathématiques, comprenait de la RAM ainsi qu'un programme spécifique placé en ROM. Grâce à ce programme, le jeu pouvait faire appel à des fonctions comme le calcul vectoriel et les rotations 2D ou 3D. La première version du DSP, appelée DSP1, fut employée dans des titres comme Final Stretch, Suzuka 8 Hours et Lock On Super Air Diver. La ROM de cette version étant malheureusement buggée, une dernière version corrigée fut alors développée pour les besoins de Super Mario Kart et de Balls 3D. Mais ce tout premier modèle de DSP allait surtout en appeler bien d'autres. En 1992, la Super Nintendo vit débarquer une adaptation de Dungeon Master ainsi qu'un nouveau DSP. Si la base de celui-ci restait la même que celle du premier modèle, sa ROM, elle, différait totalement. En effet, le DSP2 n'était alors plus employé pour des calculs vectoriels, mais uniquement des fonctions graphiques simples, comme la conversion d'images bitmap au format Super Nintendo, l'addition, la soustraction ou la gestion de données de type Shannon-Fano utilisée pour la compression. La troisième version du DSP, incluse dans SD Gundam GX, surpassa les fonctions du DSP1 avec des fonctionnalités comme le calcul de chemin ou la gestion des cases. Des fonctionnalités on ne peut plus adaptées à ce jeu de stratégie en temps réel. Enfin, la dernière version du DSP, que l'on retrouvait dans le Top Gear 3000, apportait la manipulation de données sur 16 bits et de nouveau des fonctions de gestion d'images. Et ce fut à la vision de ces performances apportées par les DSP que certains développeurs décidèrent également d'exploiter ce nouveau filon. Le développeur CETA créa ainsi ses propres versions de DSP, également basées sur le MicroPD77C25, mais en augmentant les capacités de la RAM, de la ROM ainsi que de sa fréquence. Le ST010, employé dans Exhaust Heat 2, permettait alors de gérer plus efficacement les coordonnées du pilote ainsi que les rotations 2D. Le ST011, présent dans le jeu de shogi Ayazashi Nidan Morita Shogi, améliorait lui l'intelligence artificielle. Lors du développement de sa suite, CETA en profita pour passer à la vitesse supérieure en incorporant un processeur 32 bits de type ARM appelé ST018. Ce processeur, accompagné de son BIOS, permettait d'avoir une intelligence artificielle plus rapide. Néanmoins, il était impossible de programmer ces processeurs. La ROM servant d'interface, le jeu devait alors se contenter d'utiliser les fonctions présentes. Ce qui ne fut pas le cas d'autres processeurs, comme le GSU1, plus connu sous le nom de SuperFX. Un processeur créé par les Anglais d'Argonaut et qui allait lui aussi faire son petit effet. La première version du SuperFX fut employée dans Star Fox, Stunt Race FX, Vortex ou encore Dirt Racer. Son processeur, de type RISC, était directement manipulable par tout développeur de jeu. Celui-ci pouvait alors créer ses propres routines et les faire exécuter par le SuperFX, bénéficiant ainsi d'un deuxième processeur adapté au calcul 3D. De plus, ce processeur rajoutait des fonctionnalités, comme la possibilité de placer un pixel selon les coordonnées désirées, sans passer par un système de tuiles. Peu de temps après, une nouvelle version du SuperFX vit le jour et proposa, en plus d'une vitesse doublée de 21 MHz, le support de jeu plus gros ainsi que la fonction de sauvegarde. Une nouvelle mouture notamment incluse dans Yoshi's Island, où les différents boss firent étalage de ses performances. Le SuperFX2 fut également employé dans l'adaptation de Doom, où pour l'occasion, Randy Linden reprogramma entièrement le jeu, créant son propre moteur, appelé Rage ou Reality Engine.
Doom n'étant pas en vrai 3D, le Super FX2 fut alors surtout utilisé lors de l'affichage de la carte. Cette puce additionnelle devait également se retrouver dans Star Fox 2, titre malheureusement annulé malgré une version quasi finale et parfaitement jouable. Néanmoins, on retrouva le Super FX2 dans un dernier titre, signé Funcom, Winter Gold. Sorti en 1997, ce jeu fut très peu connu mais employa parfaitement les capacités du Super FX2, notamment pour les besoins d'une introduction filmée. Une autre puce fut largement utilisée dans près de 35 jeux, le SA1, ou autrement dit Super Accelerator. À la différence du Super FX, cette puce contenait un processeur 65816 que l'on retrouvait dans la Super Nintendo, mais cadencé ici à 10,74 MHz, soit plus de 3 fois la fréquence de celui de la console. De plus, 2 kilo-octets de RAM accompagnaient le processeur et la puce permettait de supporter des jeux allant jusqu'à 64 mégabits. Car, outre un processeur intégré, cette puce rajoutait des fonctionnalités intéressantes pour tout développeur. Citons la manipulation des graphismes par pixels, déjà présente dans le Super FX et employée dans des jeux comme Harukanaru Augusta 3 et SD Gundam G-Next. Enfin, en plus d'une unité de calcul permettant les multiplications et les divisions, cette puce supportait aussi le transfert DMA, permettant une copie rapide des données en mémoire. Du fait de toutes ces capacités, le SA1 enrichit considérablement les capacités de la Super Nintendo, notamment dans des titres comme Dragon Ball Z Hyperdimension, Kirby Superstar, Kirby's Dream Land 3 et Super Mario RPG. Mais le SA1 n'étant apparu qu'en fin de vie de la console, l'immense majorité des jeux l'ayant intégré ne sortirent qu'au Japon. Citons quand même parmi eux Super Bomberman Panic Bomber World, Jikyo Oshabeli Parodus, Daisen Ryaku Expert World War 2, ou les incontournables jeux de Shogi et de Go, où le SA1 était surtout dédié à l'intelligence artificielle. Il est à noter que 2 titres d'une franchise bien connue possédèrent aussi leur propre processeur. Il s'agissait de Mega Man X2 et Mega Man X3, dont la cartouche contenait le CX4, développé par Capcom et basé sur un processeur Hitachi HG51B169. Ces 2 titres possédaient le même code à destination du processeur qui permettait au jeu de faire appel à des méthodes calculées par le CX4. Mais étonnamment, ces fonctions étaient ici surtout destinées à des calculs géométriques, les effets générés s'observant surtout dans les scènes d'introduction. D'autres puces, moins connues, firent aussi une apparition dans les cartouches de Super Nintendo. Citons l'OBC1, créé par Nintendo pour les besoins de Metal Combat Falcon's Revenge, un jeu utilisant le Super Scope. Cette puce servait alors uniquement à faciliter la gestion des sprites à l'écran. Enfin, une autre puce fut employée dans les célèbres Street Fighter Alpha 2 et Star Ocean, ce dernier n'étant sorti qu'au Japon. À l'intérieur, se nichait le dénommé SDD1, DD signifiant Data Decompressor. Comme son nom l'indique, sa principale raison d'être était de décompresser des données présentes sur la ROM des jeux. Star Ocean pouvait alors ainsi être considéré, avec Tales of Phantasia, comme le plus gros jeu officiel de la Super Nintendo, sa ROM faisant 6 mégaoctets, soit 48 mégabits. Une autre puce servit aussi pour la décompression des données, le SPC 7110, créé par Epson pour Hudson Soft. Employé dans 3 jeux de cet éditeur, dont Momotaro Dentetsu Happy et Super Power League 4, cette puce apportait également d'autres fonctionnalités, comme une gestion de la multiplication et de la division, employée dans Far East of Eden Zero. Enfin, une dernière puce du nom de SRTC ne fut utilisée qu'une seule fois pour les besoins d'un autre titre d'Hudson, Daikaiju Monogatari 2. Celle-ci n'était alors dédiée qu'à une seule chose, rajouter une horloge supplémentaire. Mais au-delà des performances apportées par ces différentes puces, il est à noter que le port cartouche de la Super Nintendo pouvait lui aussi offrir d'autres possibilités. Comme par exemple celle de jouer à la Game Boy sur sa Super Nintendo. Le Super Game Boy incorporait ainsi la quasi-totalité de la célèbre portable 8 bits. Les graphismes étaient envoyés vers la mémoire vidéo de la Super Nintendo et certains jeux Game Boy pouvaient même envoyer du code pour être exécutés par la 16 bits. En revanche, le son passait directement par les connecteurs d'extension du port cartouche.
Il existait aussi des modèles de cartouches sortis uniquement au Japon, permettant le stockage de diverses données. Ces données étaient alors disponibles en magasin sous forme de petites cartouches ou téléchargeables par le biais du Satellaview. Enfin, un dérivé de ces cartouches, du nom de sous-famille Turbo, fut proposé par Bandai, son but étant de fournir des jeux sur des petites cartouches vendues moins cher. Ces cartouches pouvaient alors partager des données entre elles, comme par exemple les progressions effectuées en cours de jeu. À l'instar de la NES, les cartouches et le port cartouche de la Super Nintendo permirent aux développeurs de proposer des jeux toujours plus puissants et spectaculaires. Ce qui permit à cette 16 bits de connaître également une certaine longévité. Dépassée par la suite par la PlayStation, la Super Nintendo n'en a pas pour autant été abandonnée par la scène homebrew. Différents projets ont même vu le jour, permettant par exemple d'utiliser une carte SD pour stocker certaines données lisibles par les jeux. Mais ça, c'est une autre histoire.